Combats violents entre communautés religieuses, démission du gouvernement, la stabilité du Liban à nouveau gravement ébranlée. Confirmation des premières analyses, l'immeuble incendié de Reims est infesté de dioxines. À gauche aussi, on en parle. Dénationalisé, bien sûr, mais pas tout et pas entièrement, dit le président des radicaux de gauche, François Doubat. Chabrol, Godard, Téchiné, c'est la sélection française pour le Festival de Cannes 85. Vous avez dit nouvelle vague? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Liban n'en finit pas de s'embraser et de chanceler. Des combats très violents entre musulmans chiites et sunnites à Beyrouth ont fait au moins 10 morts et une centaine de blessés. Les combats les plus violents que Beyrouth ait connus depuis plus d'un an. Le fragile équilibre politique n'a pas tenu et le gouvernement d'union nationale dirigé par M. Rachid Karamé a démissionné. Composé de chrétiens et de musulmans des trois rites, il n'a pas résisté aux luttes fratricides sur le terrain. Gilles Dujonchet. Les affrontements de la nuit dernière et de ce matin à Beyrouth-Ouest ont finalement tourné à l'avantage des chiites d'Amal et de leurs alliés druzes. En fin de matinée, toutes les permanences des Mourabitoun et les milices sunnites étaient entre leurs mains. Selon Amal, les combats auraient éclaté à la suite d'une tentative des Mourabitoun de réquisitionner un appartement en vue d'y établir une permanence, ce à quoi se seraient opposés des miliciens chiites à la demande du propriétaire. En fait, tout cela n'est qu'un prétexte. Les miliciens de tous bords étaient déjà très nombreux et en armes dans les rues bien avant le début des affrontements, comme si tout le monde se préparait à en découdre. Depuis un certain temps, on sait en effet que les chiites d'Amal et leur chef Nami Berri reprochent aux Mourabitoun de faciliter l'entrée en force dans les camps palestiniens de Beyrouth des fidèles de Yasser Arafat. Soutenus par les Druzes de Walid Joublat, ils soupçonnaient d'autre part les partisans du chef de l'OLP de prêter main forte aux milices sunnites dans la capitale. Pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer à Beyrouth, il faut regarder un peu plus au sud, à Saïda, où les mêmes combats ont lieu, mais entre communautés différentes. Là, ce sont les chrétiens et les sunnites, appuyés par les Palestiniens, qui se battent depuis le départ des Israéliens. Là, comme à Beyrouth, la raison profonde de cet embrasement est la lutte sourde que mène la Syrie contre les Palestiniens, partisans de Yasser Arafat. Le reportage et les explications à Saïda de nos envoyés spéciaux au Liban, Joël Hazard et Robert Roussel. Depuis un an, à Saïda comme à Beyrouth, nombre de Palestiniens retenaient leur souffle. Les arafatistes des camps de réfugiés. Être palestinien loyaliste dans un pays dominé en grande partie par la Syrie, un écueil. Dès le retrait israélien de Saïda, les Palestiniens d'Ain El-Oué et Miyeh ont été sur leur garde. Mais à leur corps défendant, ils ont été pris dans la tourmente. Le piège s'est refermé sur eux lorsque les affrontements confessionnels de Saïda entre musulmans sunnites et chrétiens ont éclaté, les entraînant dans la bataille. Nous l'avons dit et répété à plusieurs reprises, nous ne voulons pas faire partie du conflit interlibanais. Nous ne sommes pas avec un groupe contre un autre groupe, avec une communauté contre une autre communauté. Éternel bouc émissaire, les réfugiés palestiniens ont vécu 15 jours sous les bombardements. Résultat, les camps se sont vidés sous la pression de l'artillerie chrétienne. Des centaines de victimes. Plus de 30 000 Palestiniens déplacés, les uns fuyant vers le nord, Beyrouth, Tripoli, les autres trouvant un refuge provisoire dans le centre de Saïda. Comme ces familles hébergées dans une école. Nous croyons que les Israéliens souhaitent écraser les Palestiniens et éliminer les concentrations de Palestiniens dans toutes les régions où elles se trouvent. Israël a incité les milices chrétiennes à sa solde à nous chasser de cette région. Les arafatistes des camps de réfugiés sont sur la défensive. Leur combat, sauvegarder les camps. Les massacres de Sabra Shatila hantent tous les esprits. Petits et grands, les loyalistes ont ressorti les kalachnikovs. À leur côté, les Libanais, musulmans sunnites, milices islamistes et nassériennes à Saïda, Mourabitoun à Beyrouth. Pour les sunnites de Saïda et de Beyrouth, les Palestiniens sont l'allié naturel. Les Palestiniens au Miyumi et à Ain el-Helwi, ils sont des musulmans et ils sont dans des cas très misérables
qu'il faut qu'on leur donne l'aide et il faut qu'on coordonne avec eux pour mieux vivre et pour mieux défendre encore. Politiquement majoritaires dans les camps, les arafatistes ont dû céder le terrain aux Palestiniens pro-syriens. Les partisans d'Arafat et leurs alliés libanais sunnites dérangent les plans de Damas et le nouvel ordre syrien. Pour les Libanais alliés à la Syrie, la question palestinienne n'est pas la leur pour le moment. Un plan arabe musulman pour la lutte contre les Israéliens, ça va. Mais les Palestiniens, auparavant, je suis contre. Mais moi, comme individu musulman, ou comme un homme humain, je refuse que je vois 600 000 réfugiés de vivre dans des conséquences comme qu'ils vivent à ce milieu. Pour Amal, oui aux réfugiés palestiniens, non aux combattants. Seul objectif de la résistance chiite, libérer le sud Liban des Israéliens. Alors, pour Amal, la question palestinienne n'est pas à l'ordre du jour et les Palestiniens, surtout arafatistes, n'ont plus leur mot à dire. Un sous-marin nucléaire d'attaque, le Ruby, fait route vers Nouméa et déjà on voit une base stratégique implantée en Nouvelle-Calédonie. C'est sans doute allé un peu vite en besogne. Le gouvernement a bien un projet de renforcement de la présence militaire française en Nouvelle-Calédonie, mais aucun choix budgétaire n'a été fait. Autrement dit, l'importance du projet n'est pas encore arrêtée. Il n'empêche que le Ruby, c'est le nom de ce sous-marin, est bel et bien parti il y a quelques jours de Toulon. Destination Nouméa. Question, que va-t-il faire là-bas? Pierre Babet. C'est clair, si le Ruby emporte en ses flancs 14 torpilles filoguidées et missiles Exocet, ce n'est pas dans le but de les tirer au large de la Nouvelle-Calédonie comme s'il fallait défendre ce porte-avions que l'on appelle aussi le Caillou. En fait, le sous-marin nucléaire d'attaque remplira dans le Pacifique une mission de présence du pavillon tricolore, une manière de rappeler que la France est une puissance maritime capable de mobiliser rapidement ses forces pour défendre son ou ses territoires. Le choix du bâtiment n'est pas innocent, un sous-marin à propulsion nucléaire cela va vite, sans souci de la météo ni du ravitaillement. Il navigue en toute discrétion, il surgit en surface au tout dernier moment. Pour rejoindre Nouméa, il faudra au Ruby faire le grand tour par l'Atlantique, un périple de plus de 18 000 milles qu'il pourrait boucler en 25 jours seulement et s'en sortir l'ombre d'un périscope. Le chef de file des indépendantistes kanaks, Jean-Marie Tjibaou, se déclare hostile au principe de renforcement de la base de Nouméa, tout en demandant dans quel cadre s'intègre ce projet et quel en serait le calendrier. M. Tjibaou est arrivé à Paris pour 10 jours. Ajoutons que M. Oukeiwe est à Paris lui aussi, et puis rappelons que M. Pisani est toujours là. Il devient impossible de rendre compte des déclarations sur la cohabitation tant elles sont nombreuses et contradictoires. Il en est une, cependant, qu'on retiendra aujourd'hui. C'est celle du principal intéressé, le président Mitterrand. Elle tient en 2 mots, je resterai. Cette résolution est-elle de nature à mettre les plaideurs d'accord, Christian Doriac? Pas vraiment, mais je ne crois pas que ce soit ce qu'il soit en train de chercher pour le moment. Pourtant, cette déclaration est bien la moins codée de toutes. Elle livre même une grille de compréhension assez simple, une grille qui clarifie le débat actuel. Elle tient en 2 phrases. Tout est confus si la perspective dans laquelle on se place est celle de 1986, et tout devient clair si cette perspective est celle de 1988. La question ne serait donc plus de savoir qui gouvernera en 86, mais si ce sera une bonne chose ou une mauvaise chose pour devenir président de la République en 88. Les méfaits de l'usure du pouvoir mis en balance avec les bienfaits de l'exercice du pouvoir, une question qui vaut aujourd'hui à la fois pour la droite et pour la gauche, mais aussi pour les partis et pour les hommes. Les divergences d'analyse, les ambitions personnelles font que la droite est divisée de Barra Bandelmas, de Chirac à Léotard. À gauche, le comportement de Michel Rocard peut également s'expliquer de cette façon. En fait, il ne serait pas surprenant qu'en proposant la proportionnelle, François Mitterrand ait prévu ce débat. Plus les échéances approchent, plus le choix du terrain et du moment le servent pour calmer ou relancer le jeu. Il dispose de plusieurs scénarios selon qu'il aura un gouvernement de droite ou de gauche. Mais tous sont destinés à faire réélire lui-même ou l'un de ses proches à l'Élysée en 88. Le commerce extérieur en déficit de 567 millions au mois de mars, c'est toujours un déficit, mais ce résultat marque une nette amélioration de la situation. C'est en effet 12 fois moins qu'en février, où c'était 6 milliards. Pour vous, qu'est-ce que ça double?
Les transformateurs électriques à pyralène vont bientôt être interdits en France comme dans toute l'Europe. Le projet était à l'étude, mais l'accident de Reims a précipité les choses. L'incendie d'un de ces transformateurs en janvier dernier avait provoqué un dégagement important de dioxine dans un immeuble. Les analyses faites depuis ont confirmé que l'immeuble en était infesté. Le problème le plus important maintenant est de savoir dans quelle mesure les habitants, autorisés à rentrer chez eux, ont pu en souffrir. Anne Rongère. Point final à la querelle d'experts qui dure depuis 3 mois. Les dernières analyses effectuées au Canada mettent en évidence des taux de dioxine très élevés. Après des accidents similaires en Suède ou en Allemagne, les taux de dioxine n'avaient jamais dépassé 1 microgramme au mètre carré. Or, à Reims, on atteint 100 microgrammes, même dans les pièces qui ont été nettoyées. Un nettoyage effectué d'ailleurs avec un manque certain de précautions. Les eaux ont été évacuées dans les égouts de la ville, les vêtements donnés au nettoyage, les objets irrécupérables jetés à la poubelle et donc disséminés. Restent surtout les risques de contamination pour les locataires de l'immeuble. Car si EDF et les pompiers portaient un équipement spécial, les habitants, eux, sont revenus à plusieurs reprises dans l'immeuble. Certains se plaignent d'ailleurs de nausées et de maux de tête. Les 3 toxicologues désignés par le ministère de l'Environnement et de la Santé veulent avant tout ne pas être alarmistes, tout en reconnaissant que des effets secondaires peuvent apparaître au bout de plusieurs années, comme ce fut le cas après Seveso. Les accidents essentiels étaient au niveau de la peau, avec des éruptions un peu comme l'acné. D'autre part, des troubles neurologiques, c'est-à-dire généralement des troubles moteurs ou sensitifs, et également des atteintes au niveau des fonctions hépatiques. Enfin, dernière polémique, la réouverture de l'immeuble, possible, disent les experts, après une décontamination complète et contrôlée. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune entreprise en France capable de réaliser ces travaux, qui peuvent d'ailleurs durer plusieurs années. Échec et mat pour la navette Discovery, du moins pour le lancement du satellite Syncom 4. La NASA avait décidé de tenter une manœuvre audacieuse, remettre le moteur du satellite en marche depuis la navette. Après 3 essais ratés, la NASA a renoncé. Daniel Durandet. Attrapé dans l'espace avec une tapette tue-mouche, un interrupteur de 4 cm de long sur un satellite qui tourne sur lui-même à 2 tours par minute, ça équivaut, comme prouesse technique sur Terre, à faire de la dentelle avec des gants de boxe. Un pari bien ambitieux pour la NASA, qui en matière de bricolage spatial a atteint cet après-midi son apogée. 2 fois de suite, Ray Seddon va, avec beaucoup d'habileté, accrocher la masse métallique du satellite qui, lentement, va ralentir sa rotation, mais en vain. Après 2 tentatives infructueuses, Houston donnera l'ordre à Discovery de s'éloigner du satellite. Inutile de dire que l'US Navy, utilisatrice du satellite, fait ce soir grise mine. Si la marine américaine va récupérer à la NASA les 170 millions de francs de frais de lancement, cet incident, le 4e raté pour la navette en 4 ans, ne va que renforcer la méfiance du Pentagone à l'égard du camion de l'espace jugé désormais trop peu fiable face aux lanceurs conventionnels. Un nouvel argument de poids pour les vendeurs d'Ariane. Le cinéma français va au combat en pantoufles cette année. Chabrol, Godard, Téchiné, c'est le trio très nouvelle vague qui défendra les couleurs de la France au Festival de Cannes. Chabrol avec son poulet au vinaigre, Godard avec un détective, Nathalie Baye et Johnny Hallyday, au générique, et Téchiné avec Rendez-vous, interprété par Juliette Binoche et Lambert Wilson. Pas très innovateur, constate le producteur Daniel Toscan du Parmentier. Bon, il n'y a pas de découverte, puisque tout le monde y est déjà allé. Chabrol, ça fait déjà longtemps. C'était la dernière fois, c'était avec moi, quand j'avais produit Violette Nozière. Jean-Luc Godard souvent, enfin ça fait déjà un petit moment, sauf qui peut. Et Téchiné, les Sœurs Brontë, je connais, on a beaucoup souffert. On aurait pu choisir Luc Besson. Moi, personnellement, ça aurait été mon choix. Mais... Ça a été quoi votre choix, alors? J'aurais pris Subway, j'aurais pris Godard et Téchiné. Ce qui n'a rien de l'amitié que j'ai pour le Chabrol, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à d'autres films de Chabrol. Et qu'il n'y avait pas... Personnellement, je ne vois pas d'innovation dans ce film-là par rapport à d'autres. Je vois un film bien fait. Je ne pense pas qu'il sera au palmarès, par exemple. Et comme Godard n'y sera probablement pas non plus, c'est le petit danger de cette sélection. C'est qu'il reste toutes les chances portent sur Téchiné.
Le Belge Criquelion, champion du monde, vainqueur en solitaire de la 49e Flèche Wallonne. Absent pour l'épreuve des pavés de Paris-Roubaix, Criquelion a su profiter de sa fraîcheur physique pour fausser compagnie à ses compagnons d'échappée à 20 km de l'arrivée. Parmi eux, Laurent Fignon, lui aussi absent de Paris-Roubaix. Il faisait là sa rentrée, bonne rentrée d'ailleurs, puisqu'il est arrivé 3e. Voici Criquelion à l'arrivée. La bourse à nouveau en forme aujourd'hui. Quant au dollar, on peut dire qu'il frémit légèrement à la hausse aujourd'hui. Henri Loret. Oui, bien parlons de ce petit frémissement du dollar qui, me semble-t-il, est dû à la possible révision à la hausse des chiffres de la croissance américaine. Alors, cela nous donne un petit vent d'optimisme qui a permis au dollar de reprendre quelques centimes à Paris et ce soir également à New York. Ouf de soulagement à la bourse de Paris, elle avait perdu 2,2% hier. On craignait l'orage, mais le ciel s'est à nouveau éclairci aujourd'hui et la purge étant assurée, la bourse a regagné 0,4%. Et puis New York, qui paraît elle aussi raffermie par les perspectives d'une croissance plus soutenue que prévu, le Dow Jones, vous allez le voir, était parfaitement stable en milieu de séance. Depuis quelques jours, les nationalisés, ou plutôt les dénationalisations, font l'objet d'un nouveau débat à l'initiative de l'opposition et bien sûr dans la perspective de 1986. Mais à gauche, on s'aperçoit que le débat est ouvert également, même s'il est moins public. Aujourd'hui même, Édith Cresson a estimé que ce serait une erreur que de dénationaliser Renault et ce soir, eh bien c'est François Doubin, président des radicaux de gauche, qui lance une sorte de pavé dans la mare. Ancien secrétaire général de Renault, il sait de quoi il parle, Monsieur Doubin rejette tout extrémisme en la matière. Il est pour la dénationalisation, mais pour une voie moyenne qui jouerait savamment de l'une et de l'autre. Le problème n'est pas de dénationaliser, c'est-à-dire de chercher soit à alléger les charges budgétaires, soit à satisfaire, comme le voudrait Monsieur Noir, un quelconque esprit de revanche idéologique. Le problème, c'est d'aider nos entreprises en leur permettant d'ouvrir leur capital et grâce à cette ouverture de leur capital, soit de recevoir de l'argent, parce que bien sûr on va fonctionner par augmentation de capital, soit de s'associer avec des gens qui leur apportent des brevets, des technologies nouvelles, voire des produits, voire des marchés, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Quand je dis étrangers, je dis très évidemment avant tout européens. Les pronostics de M. Courtine pour le quartet de demain à Évry, dans le grand handicap du même nom. Sur les 22 partants, il a choisi les numéros 1, 9, c'est le joker, 18, 12, 5, 10 et 11. Le numéro 14, Incredible, votre favori, je crois, Henri, est non partant, mais la numérotation ne change pas. Il y avait un tirage du loto aussi. Les résultats, les voici. Il fallait cocher les numéros 6, 15, 21, 25, 39, 45, numéro complémentaire, le 28. Que de chiffres. Le temps demain, le printemps s'installe jour après jour, c'est bien agréable. Demain, pas mal de brouillard le matin sur la moitié nord et ensuite, comme sur la moitié sud, beau temps chaud et ensoleillé. Quelques nuages le matin cependant de l'Alsace aux Alpes et puis l'après-midi ce sera sur la Provence et la Côte d'Azur. Le Mistral là se calmera un peu. Les températures bénéficient bien entendu du soleil et seront bien agréables. 20 à Paris comme à Nice, c'est formidable ça. Demain soir nous avons rendez-vous à 22h20. Cinéma après ce journal, Quartet de James Ivory avec Alan Bates et Isabelle Adjani. Avant de vous laisser parcourir avec eux le Montparnasse des années 20, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Combat violent entre communautés religieuses, démission du gouvernement, la stabilité du Liban à nouveau gravement ébranlée. Confirmation des premières analyses, l'immeuble incendié de Reims est infesté de dioxine. À gauche aussi, on en parle. Dénationalisé, bien sûr, mais pas tout et pas entièrement, dit le président des radicaux de gauche, François Doubin. Chabrol, Godard, Téchiné, c'est la sélection française pour le Festival de Cannes 85. Nouvelle vague.